Alors, c'est l'objectif numéro 25, si mes souvenirs sont bons, hein, Kama. C'est l'objectif numéro 25. Donc, il parle plutôt de tous les aspects de l'endocardite. Hein. Endocardite, physiopathologie, diagnostic, prévention et traitement. D'accord? Donc, tout y est, quoi. D'accord? Alors, tous les objectifs sont là. Les objectifs. L'objectif en rouge, d'après ce que j'ai compris et d'après ce qu'on m'a dit dans votre académie, il va être traité par, c'est ça, un spécialiste de la question. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vais passer assez rapidement, d'accord? Par contre, le reste, on va développer ça ensemble. Alors, comme d'habitude, donc il y a eu des guidelines. Donc, objectif numéro 1, c'est définir l'endocardite infectieuse. Vous avez toutes les définitions possibles et imaginables. Celle qui est le plus connue, et c'est celle-là, ça peut être le sujet d'un croc, tout simple. Objectif numéro 1 égale croc. Et c'est ça, la réponse. Elle est toute simple. Hein. C'est l'infection de l'endocarde, particulièrement valvulaire, ou par extension au niveau de l'endocarde, ou d'un matériel endocavitaire, je dirais, endocardiaque, tel qu'une prothèse ou une sonde de pacemaker, par un micro-organisme, le plus souvent bactérien, comme il peut être fongique, c'est-à-dire que ça peut être du candida, ça peut être quelque chose qui peut être plus grave encore. Donc c'est une définition, si vous voulez, assez exhaustive de tout ce qui peut arriver comme infection à l'intérieur du cœur. C'est grosso modo ça le truc. Son épidémiologie, il y a une, en fin de compte, il y a une augmentation du nombre d'endocardites infectieuses dans le monde. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a moins de valvulaires. Vous savez très bien que l'endocardite infectieuse subaiguë d'Osler, c'est surtout une endocardite avec greffe bactérienne sur des lésions cardiaques préexistantes. Actuellement, du fait de l'instrumentalisation très importante de la médecine, cela fait que le nombre d'endocardites infectieuses sur cœur sain, entre guillemets, ne fait qu'augmenter. Donc ça augmente en réanimation chirurgicale, ça augmente de façon très importante. Deuxième élément très important, c'est qu'on a beaucoup plus de matériel endocardiaque. Donc on a beaucoup plus de prothèses, on a beaucoup plus de sondes. Actuellement, par exemple, dans l'insuffisance cardiaque, on met jusqu'à 3 voire 4 sondes. 2 dans le VD, une dans l'OD, une dans le VG. Donc ça part dans tous les sens avec des sondes un peu partout. Donc c'est du matériel intracardiaque et tout ça peut faire appel à une greffe bactérienne. Donc l'épidémiologie, elle n'est pas encore stabilisée. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les nouveaux germes qui apparaissent, ce n'est pas des nouveaux qui sont apparus, mais c'est des germes qui sont résistants. C'est des germes qui sont je dirais, résistants, qui sont hospitaliers. Ça fait que les endocardites deviennent de plus en plus graves en plus. Donc ça, c'est quand même un élément très important en termes d'épidémiologie. Objectif numéro 2, ça c'est l'anapathe. Hein, je vais passer rapidement. Hein. Je ne vais pas vous... Lésions officielles, tout ça, abcès, péricardite, myocardite. Objectif numéro 3, c'est expliquer l'éthiopathogénie de l'endocardite infectieuse. Alors, je vous ai apporté un schéma qui est tout simple. Ça, c'est le schéma que j'avais fait dans une des diapositives. Alors, il y a une lésion primitive au niveau de l'endocarde, hein, qui expose le tissu conjonctif sous-endothélial. Il y a une agrégation plaquettaire qui se fait avec de la fibrine aussi, qui se met à ce niveau-là. Puis vient un germe, hein, qui va se greffer sur cet agrégat plaquettaire, fibrino-plaquettaire, donc une zone un peu particulière de turbulence au niveau de laquelle le sang passe et ça entraîne des turbulences à ce niveau-là. Donc on peut avoir des plaquettes qui vont s'agréger dessus, de la fibrine vient se déposer et aussi à l'occasion d'une bactériémie ou d'une septicémie bien sûr, peut se greffer bien sûr un germe et se constitue une véritable végétation infectieuse qui elle va entraîner une atteinte généralisée bien sûr puisqu'elle va libérer des bactéries, des complexes immuns circulants dans le sang et ça va entraîner tous les symptômes possibles et imaginables de l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse est une maladie, je dirais entre guillemets, systémique puisque tous les organes peuvent être atteints avec des manifestations généralisées un peu partout. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient pour une arthralgie fébrile, vous pensez qu'il s'agit d'une arthrite, ce n'est pas une arthrite du tout. Je dirais le genou il est normal, même si vous faites une ponction, vous trouvez du liquide, c'est aseptique, mais en réalité il a une endocardite infectieuse parce qu'elle s'est manifestée par un peu de fièvre, mais en plus de ça une arthralgie. Donc il faut vous méfier un peu de tout ça, c'est une pathologie qui est assez systémique. D'accord? L'objectif numéro 4, décrire les facteurs favorisant dans la survenue d'une endocardite infectieuse. Et là, vous avez bien sûr le terrain. Hein, j'en ai parlé un petit mot tout à l'heure dans l'épidémiologie. Le terrain, c'est surtout l'âge des sujets. L'homme est plus atteint que la femme. C'est quand même bizarre, mais épidémiologiquement, c'est sûr que c'est plus... Les antécédents
de gens qui ont déjà eu une endocardite infectieuse avant. Donc ça, c'est vraiment un facteur vraiment prédisposant et favorisant la survenue d'une endocardite infectieuse. La cardiopathie sous-jacente, d'accord? Mais généralement, elle est absente dans 30 à 40% des cas. On peut se retrouver avec des sujets qui ont un terrain débilité, immunodéprimé, tels que des diabétiques, des immunodéprimés, des toxicomanes. Donc on peut se retrouver dans pas mal de situations où le cœur peut être normal, il suffit d'une petite septicémie, automatiquement il y a une greffe bactérienne au niveau du cœur, parce que le sujet il est débilité sur le plan de base, il est immunodéprimé ou diabétique. Les cardiopathies prédisposantes, elles sont nombreuses, exhaustives, hein, toutes les cardiopathies valvulaires, hein, toutes les cardiopathies valvulaires peuvent être responsables de greffe bactérienne. Les cardiopathies congénitales, il ne faut pas les oublier. Hein, il ne faut pas les oublier. Les enfants peuvent avoir une endocardite infectieuse et je pense qu'en pédiatrie, vous devez en voir beaucoup. Hein. Toutes les pathologies qui peuvent entraîner ça. La CIV en premier lieu, hein, grande turbulence, la tétralogie de Fallot, la bicuspidie aortique. La bicuspidie aortique a une très très grande turbulence, hein, vu qu'il y a 2 cusps seulement qui s'ouvrent au lieu qu'il y ait 3. Donc il y a une grande turbulence à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a une dégénérescence très rapide. Ils font des rétrécissements aortiques très rapidement, ces sujets-là. Et donc, automatiquement, ils peuvent se greffer dessus des endocardites infectieuses. Toutes les cardiopathies cyanogènes, quel que soit le type de cardiopathie cyanogène, peut être responsable d'une endocardite infectieuse. Il faut s'en méfier, même pour la prévention, après, pour la prophylaxie. Il faut vraiment le canal artériel. Bien sûr, pourquoi on opère les canaux, hein? Les canaux, les gens ils peuvent voir un canal artériel jusqu'à 40 ans, 45 ans, malgré que c'est une pathologie congénitale. Hein. Donc, on peut ne pas se rendre compte, mais c'est vraiment un peu particulier. Généralement, c'est à l'auscultation, en 2 secondes, on peut s'en rendre compte. C'est un souffle qui est continu pratiquement, systolo-diastolique. Donc, il faut vraiment s'en méfier. Il faut vraiment s'en méfier. Et c'est pour ça que ces patients ou ces patientes, généralement, on les opère pour... Non pas, parce que ce n'est pas une pathologie gravissime, le canal artériel. Ils peuvent vivre énormément avec les gens. Mais c'est surtout pour le risque de greffe bactérienne. D'accord? L'indication, est grosso modo, tourne autour du fait que le risque, c'est une greffe bactérienne surtout. D'accord? Bon, le reste, les électrodes, comme je vous ai dit, de pacemaker, de défibrillateur automatique implantable, les prothèses, bien sûr. Alors, bon, on ne discute même pas, hein, les prothèses endocardiaques et tout ça, remplacement valvulaire aortique. Les portes d'entrée, les facteurs déclenchants, les portes d'entrée, c'est essentiellement dentaire, 30 à 40% des cas, lors de soins dentaires, ORL dans à peu près 5% des cas, les sinusites chroniques ou des manipulations lors des interventions sur les sinus ou sur les éléments particuliers de la face, ainsi de suite, ça peut se concevoir. Digestive à peu près dans 10% des cas. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains cancers qui peuvent se manifester par une endocardite infectieuse. Hein. Germe spécifique, il s'agit d'un cancer spécifique. Ça peut être une porte d'entrée urinaire. Sondage urinaire, par exemple, répété, chez quelqu'un qui a un adénome de la prostate, tout le temps en train de lui mettre une sonde vésicale, alors qu'il fallait le traiter plutôt sans problème urinaire, plutôt son adénome. Génital, hein, les stérilés, les curetages biopsiques, ça il faut s'en méfier. D'accord. Cutané, des plaies chroniques, des pieds diabétiques, des choses comme ça, c'est très très important. Quelquefois, c'est vrai que malgré le fait qu'on fasse une enquête exhaustive et puis disons à la recherche de portes d'entrée, ainsi de suite, on peut ne pas la retrouver dans 20 à 30% des cas. Les bactéries, alors toutes les bactéries sont incriminées, hein, on ne va pas chercher, il y a celle-là qui est incriminée ou l'autre qui n'est pas incriminée. Hein. Tout peut y passer, hein. Tous y passent. Il y en a certains qui sont plus importantes que d'autres. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les procédures à risque de bactériémie, elles sont nombreuses. Les extractions dentaires. Vous voyez là, retrait de sang urinaire. Hein. Hein, vous vous rendez compte, retrait de sang urinaire. Hein, tout simple. Hein. Vous dégonflez le ballonnet, hop, vous retirez. Vous risquez de favoriser à ce moment-là une bactériémie qui peut entraîner une endocardite infectieuse. Alors, c'est pas si simple que ça, retirer une sonde. Hein. D'accord? Les amygdalectomies, les endoscopies, c'est très peu. 4%. C'est pour ça qu'on ne fait pas de prophylaxie en fin de compte. Hein. Accouchement. Hein. Brossage de dents, 40%. Brossage de dents, 40%, c'est quand même bizarre. Hein. Mais c'est une source de bactériémie. Objectif numéro 5. Énumérer les principaux agents infectieux responsables des endocardites infectieuses en fonction du terrain et de la porte d'entrée. C'est ce que je viens de faire, grosso modo, mais on va rentrer dans le détail. D'accord? Comment on fait l'isolement du germe? L'isolement du germe se fait par hémoculture, bien sûr, dans tous les milieux possibles. Bien sûr, ça c'est important.
Nécessité de culture prolongée pour les germes à développement lent, d'accord, à croissance lente, d'accord. On peut faire un prélèvement au niveau d'une porte d'entrée, on peut faire une culture de valve. Si le patient a eu une intervention chirurgicale, ben, le chirurgien va enlever la prothèse et va l'envoyer en bactériologie pour se faire cultiver et voir un peu s'il y a tout ça. On peut faire des sérologies aussi. Sérologie brucellose, maladie de Lyme, ainsi de suite. Il y a beaucoup de sérologies qu'on peut faire et qui peuvent nous orienter vers une pathologie spécifique. Ça, c'est pour l'isolement du germe. Les germes qui sont responsables, bon, comment on va les chercher? Bon, quand on fait ça à porte d'entrée, hémoculture, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a comme germe? Streptocoque non D, plus de 50% des cas. Streptocoque D après 15%. Les staph, aureus, le plus grave et le plus dangereux. Mais l'épidermidis aussi existe. Et il peut être dangereux aussi. Hein. Les bacilles négatifs. Et quelquefois, dans 10 à 15% des cas, on n'arrive pas vraiment à identifier ce qu'on appelle des endocardites infectieuses à hémoculture négative. Et bien sûr, il faut chercher, ça peut être soit une antibiothérapie qui a été instituée comme ça, de façon empirique au début, croyant qu'il s'agissait d'une infection banale, donc ça décapite un peu le germe responsable, bien sûr, qui est inadaptée, bien sûr insuffisante, parce que si elle était suffisante, elle aurait guéri le patient, mais puisque ça a traîné dans le temps, donc ce germe s'est greffé quand même sur l'endocarde ou sur la valve, bien sûr, et ça a entraîné ce problème-là. Par contre, il y a des germes aussi qui peuvent être rares, le groupe A sec, là, que vous connaissez très très bien, hein, qui sont difficiles à isoler et qui ont un développement intracellulaire, si vous voulez. Donc, il faudra faire des cultures prolongées, il faut faire des sérologies, donc pour être toujours exhaustif et rechercher tout ça. Les autres germes potentiels, on a dit que ça peut être des problèmes fungiques, donc ça peut être des champignons, le Candida aspergillus, les germes à croissance lente intracellulaire, 3% des endocardites, tels que Chlamydia, Coxiella, Bartonella, il y a la sérologie à Coxiella, hein. Les bactéries du groupe A sec, qui ont une croissance très lente aussi, Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Kingella et Echinella. Quelquefois, il y a d'autres bactéries, donc comme je vous ai dit, c'est pas exhaustif, hein, il y a toutes les bactéries possibles, imaginables. Il y a certaines qui ont une croissance lente, croissance intracellulaire, il faut faire des hémocultures, des sérologies pour les rechercher et ne pas baisser les bras pour les chercher. D'accord. Bon, ça c'est la fréquence à peu près de tout ce qu'on peut trouver. Généralement, ce qui est rare, c'est à peu près 10%. Ça, c'est surtout les bacilligrammes négatifs, les A sec. Les endocardites à culture négative, c'est 10%. Au sein de notre pratique habituelle de tous les jours, c'est à peu près 30 à 40%. Hein. Hein, vous faites l'hémoculture, vous la laissez sur la paillasse pendant 4-5 heures. Après, elle arrive le lendemain au laboratoire de bactéries. Vous imaginez très bien qu'on ne peut rien en tirer. Donc, nous, on a 30 à 40% d'hémoculture négative, ce qui est péjoratif pour nos patients parce qu'on n'arrive pas à cibler le traitement antibiotique adapté aux germes. Ça, c'est sûr que c'est le meilleur moyen de traiter bien comme il faut nos patients. Et comme j'ai dit, germes rares, champignons, moins de 5%, tout ça peut être vu et connu. Les portes d'entrée aussi, puisque l'objectif c'est ça, hein. Les germes, comment les retrouver et bien sûr la porte d'entrée, comment s'orienter dessus. Ça peut être dentaire ORL, ça peut être digestif, en particulier les cancers coliques, les angiocolites, donc les infections, les sigmoïdites. Pyélonéphrite en urologie, cutanée, tels que les furoncles. Hein. Le toxicomane, il ne faut pas l'oublier, le toxicomane, il se pique tout le temps, donc il peut envoyer des germes au niveau de la tricuspide, donc le cœur droit, ouais. Si mes souvenirs sont bons, la tricuspide est au niveau du cœur droit. Et donc les brûlés, hein. Les brûlés, donc ils peuvent s'infecter rapidement et donc des staphylocoques peuvent arriver au niveau du cœur droit, au niveau du cœur gauche. D'accord. Ça peut être aussi iatrogène, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La iatrogénie actuellement, elle est nombreuse. Tous les patients, ils ont des cathéters partout, des centres partout. Là, ils sont triturés dans tous les sens. Donc, ça peut cathéter central, hémodialysé, ponction veineuse, ponction artérielle. Vous les voyez très bien tous les jours devant vous. Et certains états pathologiques, tels que les immunodépressions, des sujets qui sont diabétiques à un stade très avancé, qui sont immunodéprimés, qui ont des cirrhoses, qui ont eu de la chimiothérapie, ainsi de suite. Donc, c'est des sujets dont la porte d'entrée peut être vraiment recherchée. Mais dans 40 à 50% des cas, la porte d'entrée, on ne la retrouve pas. Objectif numéro 6, on va passer maintenant, je dirais, au diagnostic de l'endocardite infectieuse. Là aussi, je sais très bien que vous avez fait déjà le cours, donc ça va être plus rapide pour vous. Hein. Donc, l'objectif numéro 7 aussi, établir le diagnostic selon objectif numéro 6 et numéro 7. C'est la même chose pratiquement, je vous ai mis les deux en même temps. D'accord ? Et ce sont les manifestations de l'endocardite. Comme je vous ai dit, c'est une maladie systémique. Tout peut être atteint.
Bien sûr, le cœur, c'est le primum movens, bien sûr, c'est là où on va parler d'endocardite. Sinon, s'il n'y a pas d'atteinte cardiaque, ça ne sert à rien. On peut avoir des atteintes pulmonaires, on peut avoir des atteintes rénales, on peut avoir des atteintes cutanées. Cutanées, on va voir un peu les signes cutanés que l'on peut retrouver, des signes articulaires. Donc tout peut être atteint. On peut avoir une sténomégalie, bien sûr, on peut avoir une anémie. Tout ça peut nous orienter. Alors les signes généraux, c'est quoi? C'est la fièvre généralement, pratiquement toujours présente. C'est une fièvre prolongée, sans cause évidente, modérée, pas très importante dans l'endocardite subaiguë d'Osler, je parle. Je ne parle pas de l'endocardite aiguë. Je parle de l'endocardite subaiguë d'Osler, donc qui est pratiquement une pathologie qui évolue dans le temps. Généralement, c'est des petites fièvres, ce n'est pas des fièvres très importantes à 39-40, qui durent depuis plusieurs jours. C'est pour ça que ça me fait rire, moi, quelquefois, quand on vient m'apporter un dossier. Oui, hier, il a eu une fièvre à 39, donc on cherche une endocardite. Je lui dis, ouais, tu trouveras l'endocardite peut-être dans 15 jours, mais pas aujourd'hui. Il faut revenir dans 15 jours, on vous dira s'il y a une endocardite ou non. Mais bon, elle peut survenir à par vagues successives, donc des hauts et des bas, bien sûr. Elle peut être associée à un amaigrissement ou une altération de l'état général. Ça peut montrer le fait que cette endocardite évolue depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est ça une endocardite d'Osler, ça évolue depuis plusieurs mois, voire plusieurs semaines quelquefois. On peut avoir des sueurs nocturnes, des arthralgies, je vous ai parlé des arthralgies, de la myalgie. Donc arthralgie, myalgie plus fièvre, c'est pour vous un syndrome grippal banal. Donc vous donnez de l'aspirine, un peu d'efferalgan et il rentre chez lui, un peu d'antibiotiques aussi, un peu de clamoxyl. Et hop, il revient 3 semaines après avec une endocardite, avec des végétations partout. Un accident vasculaire cérébral parce qu'il a rompu un anévrisme au niveau cérébral. Donc il faut vraiment se méfier, ça peut entraîner beaucoup de signes qui peuvent vous induire en erreur. Mais toujours est-il, il y a des dogmes, il y a des choses qu'on doit faire systématiquement et clairement. C'est que devant une fièvre sans cause évidente, un sujet à risque d'endocardite infectieuse, c'est-à-dire qui a une valvulopathie connue, qui est porteur de prothèse, qui a un antécédent d'endocardite, qui est toxicomane ou qui a un terrain de débilité, il faut toujours penser en diagnostic positif, il faut toujours penser à l'endocardite infectieuse, l'éliminer, après voir les autres diagnostics qui peuvent être plus banaux. Alors, le souffle cardiaque, il faut toujours faire une auscultation cardiaque de vos patients. S'il a une endocardite, déjà, il faut la faire au moins 2 fois par jour parce que ça peut évoluer dans la journée. Ça peut entraîner un délabrement complet d'une valve, par exemple. Le souffle peut être à 2/6, 3/6, il devient 4/6, 5/6, donc il y a une évolutivité. Donc il faut examiner 2 fois par jour au moins votre patient. Mais ce qui est sûr, l'apparition d'un souffle cardiaque ou la modification d'un souffle antérieurement connu avec fièvre doit faire rechercher une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Donc vous devez à ce moment-là faire une échographie cardiaque. Ça devient une indication impérative de la faire le plus vite possible. Les autres signes, bien sûr, la splénomégalie. Signe d'une splénomégalie, c'est le signe d'une septicémie en fin de compte. Il y a des germes. Donc automatiquement, séquestration au niveau de la rate et tout ça. Les signes cutanés que vous connaissez très bien, faux panarie d'Osler, éthème marginé palmoplantaire de Janouet, un purpura pétéchial, des taches cotonneuses de Roth au fond d'œil. Donc vous imaginez un peu, il faut demander toujours un examen ophtalmo chez quelqu'un chez qui vous suspectez une endocardite infectieuse. L'hypocratisme digital, mécanisme inconnu. Mais bon, ça témoigne du fait que c'est une pathologie systémique chronique. Donc, vous avez un hypocratisme digital. Ça n'apparaît pas en 15 jours, ça apparaît au bout de 2-3 mois. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des sujets qui ont une endocardite infectieuse qui évolue depuis 2 ou 3 mois. Ça peut être un signe qui vous dit que ça évolue depuis plusieurs semaines. Donc, s'il a eu une extraction dentaire il y a 15 jours, c'est pas ça qui a entraîné l'endocardite infectieuse. Il a eu son endocardite infectieuse avant. D'accord? Donc, ça peut vous donner un peu une idée là-dessus. L'auscultation des axes vasculaires à la recherche d'un souffle, parce qu'on peut avoir des faux anévrismes avec rupture de faux anévrismes. Donc, ça peut entraîner des AVC, ça peut entraîner des hématomes importants. Donc, tout ça. On peut avoir une arthrite aseptique, bien sûr, mais des signes inflammatoires locaux qui peuvent vous faire orienter vers le diagnostic d'une arthrite. Vous allez vous chercher une arthrite et vous retrouvez avec une arthrite aseptique, mais plutôt un diagnostic d'endocardite infectieuse. D'accord? Les signes cliniques, disons que, comme je vous ai dit, ça, c'est les taches de Roth. D'accord? L'hypocratisme digital, et ça, c'est les taches de Janouet. Là-haut, ça c'est les faux panaries d'Osler, l'hypocratisme digital, le faux panarie d'Osler, les hémorragies sous les angles, que vous voyez très très bien. Objectif numéro 7, là on a vu le diagnostic, c'est particularité clinique, paraclinique et pronostic. Là par contre,
de certaines situations un peu particulières que sont l'endocardite infectieuse du cœur droit, l'endocardite infectieuse sur prothèse, donc sur un problème mécanique, et l'endocardite infectieuse aiguë. Donc c'est un objectif qu'il faut connaître. Donc il faudra que vous sachiez ce que c'est. Il faut connaître un peu les particularités. L'endocardite aiguë, généralement, c'est une situation très particulière. Donc c'est un terrain qui est débilité, qui est immunodéprimé. Le syndrome infectieux, il est au premier plan. Une fièvre à 39-40. Le patient, il a une altération de l'état général. Il est abattu. Il a des frissons. Il a des dégâts valvulaires importants. Il a un contexte de septicémie. Il est hospitalisé en réanimation, en médecine interne pour un foyer infectieux. Les complications sont fréquentes. Des localisations secondaires, il peut avoir une arthrite septique, une discopathie, donc une atteinte rachidienne, et il peut avoir une rupture d'anévrisme cérébral. Le germe le plus souvent incriminé, ce sont des germes entre guillemets hospitaliers, tels que les bacilles-grammes négatifs, les staphylocoques dorés bien sûr. Et à l'ETD, on peut trouver des dégâts importants, et bien sûr la mortalité est très élevée, aux alentours de 30%, voire 40%. Toujours est-il, la mortalité dans l'endocardite infectieuse en général est aux alentours de 20%. Mais là, vous augmentez de 50%, donc 20% plus 10%, ça veut dire 30%, donc vous augmentez de 50% le risque de mortalité chez ce type de patients qui ont eu une endocardite aiguë. L'endocardite du cœur droit, c'est une endocardite très particulière, très faible mortalité certes. Principal risque, c'est la récidive, si la cause est toujours là, si c'est un toxicomane qui est toujours là, ou s'il est immunodéprimé, il va refaire toujours son endocardite. Le germe, c'est essentiellement le staphylocoque. Une des caractéristiques, là, vous pouvez avoir des abcès pulmonaires. Vous pouvez vous retrouver chez quelqu'un, il vient pour de la fièvre, tout ça, vous faites une radio, vous vous trouvez avec un abcès. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Il a un abcès. Il faut chercher pourquoi il a un abcès pulmonaire. Parce qu'il a une végétation au niveau d'une tricuspide, parce qu'il est toxicomane, parce qu'il est immunodéprimé. Donc, là, revenir un peu plus bas, et vous vous retrouvez avec une endocardite infectieuse. L'abcès pulmonaire, c'est un embole septique. À partir de la tricuspide. L'endocardite, endocardite, après tu envoies les emboles et ils vont au niveau des poumons, la circulation pulmonaire, ils vont dans l'artère pulmonaire, au niveau des branches de l'artère, c'est comme une embolie pulmonaire. Au lieu que ce soit thrombo-embolique, c'est une embolie pulmonaire infectieuse. Donc le germe va s'installer au niveau d'un sous-segment d'une branche et entraîner un foyer infectieux. Donc ça entraîne un abcès, plusieurs abcès, pas nécessairement un seul. Donc vous vous retrouvez avec un patient, vous êtes en train de le traiter, un abcès, 2 jours après, un autre abcès qui apparaît là-haut, tout ça, vous dites, qu'est-ce qui se passe là? Et en plus, la fièvre, elle persiste, ça résiste au traitement antibiotique, c'est probablement un staphylocoque, vous faites une écho, vous trouvez une grosse végétation sur une tricuspide. Et vous piochez un peu plus, vous vous rendez compte que c'est un immunodéprimé, ou que c'est un toxicomane, ou que c'est un diabétique, ou que c'est un insuffisant rénal, qui se fait hémodialyser. Donc, porte d'entrée facile, d'accord? Donc le pronostic, il est généralement favorable si on traite bien, mais c'est quand même une endocardite qui est gravissime pour le patient. Les endocardites sur prothèse, c'est à peu près 20% des endocardites. Et là, il y a une nouvelle classification pour les endocardites sur prothèse. Qui va Thomas? Précoce et tardive. Un an. Donc vous le connaissez, très bien. Donc les précoces, c'est moins de 1 an. Les tardives, c'est plus de 1 an. Et elles ont toutes les caractéristiques, bien sûr. Si c'est moins de 1 an, c'est probablement une contamination péropératoire. Ça peut être une médiastinite. Le germe, c'est essentiellement le staphylocoque aureus, voire epidermidis. L'évolution, elle est redoutable. Mortalité énorme, 60 à 70% de mortalité. Donc c'est gravissime. Une endocardite infectieuse précoce, moins de 1 an après l'implantation d'une prothèse, par exemple. Donc c'est quelque chose de très très grave. D'accord? Les endocardites tardives, les tardives, c'est supérieur à 12 mois. Et généralement, là, on rejoint un peu l'endocardite subaiguë d'Osler habituelle avec les mêmes germes. Ça peut être une porte d'entrée dentaire, ça peut être urinaire, ainsi de suite. Genre, généralement, c'est mieux, disons. Disons, c'est mieux, entre guillemets. C'est mieux dans le mal, quoi. C'est encore plus grave que si c'est une endocardite sur valve native, mais c'est mieux que sur l'endocardite précoce. C'est une zone intermédiaire, je dirais. D'accord? Les causes d'hémoculture négative. Donc, c'est un objectif, ça. C'est un objectif. C'est un objectif. C'est un objectif. Les endocardites infectieuses, ça peut être hémoculture positive. Ça, c'est bien si c'est une hémoculture négative. Donc, endocardite sans germe identifiable. Elle peut être décapitée, bien sûr. Mais on peut se retrouver dans d'autres situations avec des germes très particuliers, tels que des germes à croissance lente et des hémocultures. Il faut faire des hémocultures prolongées. D'accord?
Donc il faut faire des hémocultures prolongées. Les croissances lentes intracellulaires, il faut faire des sérologies, voire même des PCR pour retrouver l'antigène microbien pour faire votre diagnostic. Donc ça peut être quelque chose de très particulier. Le diagnostic présomptif de germe, objectif numéro 9. Diagnostic présomptif du germe. C'est-à-dire en fonction de la porte d'entrée, vous vous dites, tiens, si c'est cutané, donc c'est un staphylocoque. Ainsi de suite. Donc ça c'est très simple. Hein. Endocardite subaiguë, endocardite aiguë. Là vous retrouvez par exemple sur les endocardites subaiguës, les endocardites sur prothèse tardive, endocardite à porte d'entrée bucco-dentaire ou porte d'entrée inconnue. Il s'agit probablement d'un streptocoque, D ou non D. Ça peut être un entérocoque aussi. D'accord? Ouais. Alpha hémolytique. L'endocardite aiguë, chez les toxicomanes bien sûr, ou les endocardites précoces, moins de 12 mois, c'est essentiellement les staphylocoques. Et bien sûr, s'il y a une porte d'entrée cutanée ou s'il y a un cathéter, vous avez par exemple des sujets qui ont une chimiothérapie avec un cathéter, hein, vous avez les poches là qu'on crée artificiellement et à partir de là, on injecte les produits de chimiothérapie, ça peut être infecté et ça peut transmettre l'infection. Ça peut être aussi une porte d'entrée génitale, une porte d'entrée urinaire, une porte d'entrée digestive et ça peut entraîner deux types d'endocardite infectieuse. Endocardite aiguë, endocardite subaiguë. Là, vous vous retrouvez avec les différents germes, surtout s'il s'agit d'une porte d'entrée digestive urinaire. D'accord ?